Bien plus qu'une chanson, mais un véritable coup de pied dans la fourmilière de l'industrie musicale. Étant à la fois la chanson la plus populaire du plus grand artiste de tous les temps, mais également celle qui bravera tous les codes de l'industrie musicale et de la vidéo. Thank you. Thank you. Elle sera d'abord boudée par le producteur Quincy Jones, puis sera également boudée par la grande chaîne musicale MTV. Ce morceau est bien la preuve que se battre pour ses convictions artistiques est la clé du succès. On va revenir aujourd'hui sur l'histoire de la chanson Billie Jean de Michael Jackson en parcourant sa composition, son écriture, mais également son enregistrement ainsi que son clip mythique en passant par une des prestations scéniques les plus emblématiques de l'histoire. C'est sur l'autoroute Ventura de Californie que l'histoire incroyable de cette chanson va commencer. Michael décrivait qu'une mélodie descendue du ciel venait lui envahir la tête pendant qu'il conduisait. Une sorte d'harmonie qui deviendra la première ligne de basse de Billie Jean. Several days later, the whole Where did that come from? From above. Il était au volant de sa Rolls-Royce en compagnie de Nelson High lorsque la voiture prit feu. Cependant, Michael était tellement absorbé par cette harmonie qu'il essayait de décomposer pour reconstruire quelque chose qu'il ne se rendit même pas compte de la fumée qui sortait du moteur et c'est un jeune homme en mobilette qui les interpellera. C'est sûrement ça d'ailleurs qui leur sauvera la vie. Mais toujours aussi absorbé par la mélodie, Michael continuera à composer dans sa tête jusqu'à l'arrivée des secours. Et d'ailleurs, cette anecdote caractérise très bien la façon dont Michael composait ses titres. C'est plus tard avec le claviériste Bill Wolfer, qui avait accompagné Michael sur le Triumph Tour, qu'il posera la mélodie dans la maison familiale des Jackson à Encino. Michael se servira de la maison d'amis où il avait emménagé un studio 16 pistes pour travailler toutes ses compositions pour l'album Thriller. Wolfer posera les notes du plus grave au plus aigu selon les indications de Michael, puis ils travailleront l'arrangement pendant plus d'1 heure. Ils essaieront différentes harmonies tout en restant fidèles à la mélodie de base que Michael avait en tête. Michael se souvenait également d'une sonorité que Bill Wolfer avait expérimentée pendant le Triumph Tour. Il voulait pouvoir la recréer, cependant Wolfer ne voyait pas forcément de quoi Michael parlait. What are you talking about? Il essaiera tant bien que mal de retranscrire ce que Michael avait en souvenir, c'est-à-dire un mélange de corps français et de cordes jouées simultanément. Et pour accompagner cette composition, Michael voulait incorporer des paroles sur un sujet qui lui tenait à cœur. Working on a project. C'était décidé. La chanson parlera d'une jeune femme qui sera l'assemblage de toutes celles qu'on appelle groupies et qui peuvent avoir des comportements extrêmement toxiques vis-à-vis des stars qu'elles adulent. Il s'inspirera principalement d'une anecdote où une femme est rentrée par effraction chez lui qu'on avait retrouvé dans la piscine et qui indiquait que l'un de ses jumeaux était le fils de Michael. La femme de la chanson sera également inspirée de celles qui ont empoisonné l'existence de ses frères et passé leur temps à raconter des mensonges. Une fois les paroles et la musique en poche, Michael Jackson et Bill Wolfer enregistreront une première démo et donnera comme titre de travail le prénom qu'ils voulaient associer à cette fameuse femme, Billie Jean. Billie Jean's not my love. She's just a girl. Une démo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur l'édition spéciale de Thriller sortie en 2001. Michael présentera évidemment la démo à Quincy Jones, mais celui-ci émettra quelques réserves. Déjà pour le titre, Quincy Jones avait peur que le public fasse l'amalgame avec Billie Jean King, une joueuse de tennis extrêmement célèbre à l'époque. Ils décideront d'un commun accord de rebaptiser cette chanson Not My Lover. Le studio se préparera donc à travailler le morceau et installera Greg Phillinganes sur le clavier, Jerry Hay pour les cordes, la batterie sera faite par Ndugu Chandler et c'est le célèbre Louis Johnson qui posera les basses emblématiques de la chanson qui marquera sur le pas de danse le plus célèbre du monde. Mais ça, on en parle un peu plus tard. The way you just did it was perfect, but please remember. À la fin de l'enregistrement, Quincy Jones restait toujours sceptique sur le morceau. Il trouvait déjà l'intro beaucoup trop longue. Mais Michael défendra sa création qui était convaincu du dynamisme que donnait cette intro qui lui donnait déjà envie de danser.
Mais il savait que pour convaincre Quincy Jones, le morceau devait être présenté finalisé et bien mixé, confié entre les doigts de fée de Bruce Swedon, l'ingénieur du son emblématique de Quincy Jones et Michael Jackson. Bruce Swedon se donnera à cette tâche difficile et allait s'arracher les cheveux pour proposer le son parfait et unique qui devait caractériser notre My Lover. Il se servira d'ailleurs du morceau pour réaliser son rêve de composer un canevas musical en combinant différentes techniques d'enregistrement. Il prendra par exemple la batterie de Ndugu pour la placer sur une plateforme en contreplaqué et obtenir un son de tambour bien particulier et en couvrant également l'ensemble devant la grosse caisse. Il placera le micro dans une ouverture qu'il avait laissée grâce à une fermeture éclair pour bien le fixer et capter minutieusement tous les sons qu'il cherchait à avoir. La basse, la guitare et la batterie seront enregistrées sans équipement de réduction de bruit avec un enregistreur 16 pistes. Et la session rythmique du morceau sera enregistrée par une console à 12 canaux que George Massenburg lui prêtera pour l'événement. Bruce Swedon avait d'ailleurs déclaré « Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enregistrements où tout ce que vous avez besoin d'entendre, ce sont les battements de batterie avec lesquels vous reconnaissez immédiatement la chanson. » Bruce Swedon avait enfin fini cette première partie de travail et il fallait bien évidemment mixer tous ces sons qui avaient été enregistrés. Et il aura une liberté totale pour réaliser ce qui devait être le pied de lance de l'album Thriller. Il travaillera sur 2 mixages qu'il fera écouter à Michael Jackson, Quincy et Rod Temperton et les 4 artistes adoraient vraiment le résultat jusqu'à ce que Michael fasse quelques suggestions à Bruce Swedon qui lui proposera alors un 3e mix en tournant un peu la basse. Il ajoutera donc la ligne de basse, mais cette fois-ci, c'était Quincy Jones qui lui suggéra d'ajouter quelques éléments en retravaillant sur la caisse claire. Parfait. Recording. Et la répétition de demandes de chacun fit travailler Bruce pendant plus d'1 semaine sur près de 91 mix différents de Billie Jean. Et c'est pendant cette dernière écoute que Quincy Jones demandera à Bruce Swedon de lui remettre le mix numéro 2, qui était en fait la première version que les artistes avaient écoutée. Et ils étaient unanimes pour dire que c'était cette version qu'il fallait garder. God, thank you. It's so wonderful for you to say that because I think you're the best. Et Bruce Swedon avait tellement travaillé que la pile de bandes pouvait atteindre le plafond du studio. Le mix numéro 2 sera donc pressé et passera de 6 minutes à 4 minutes 57 sous les conseils de Bruce pour avoir une qualité de son irréprochable. Et pour les derniers réglages, Michael Jackson décidera finalement de retrouver le titre d'origine qu'il avait donné à la chanson pour bien l'intituler Billie Jean. Et c'est ce morceau qui sera choisi pour offrir le premier clip vidéo promotionnel de l'album Thriller juste après la sortie du single The Girl Is Mine. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'ère d'une deuxième révolution musicale, le court-métrage et la mise en scène d'une chanson. Car pour le clip vidéo, Michael Jackson voulait vraiment pouvoir raconter une histoire qui retranscrirait ce que la chanson racontait. Il s'était d'ailleurs déjà lancé dans l'écriture de scénarios de clips musicaux avec le groupe The Jackson sur le titre Can You Feel It avec leur film The Triumph, sorti en 80. Et pour Billie Jean, Michael voulait pouvoir se mettre en scène comme étant magique. Il avait vu le clip Fade to Grey et aimait son aspect cinématographique et voulait confier du coup le projet au jeune réalisateur de celui-ci, Steve Barron. Le réalisateur avait d'ailleurs déclaré « En 1982, j'avais réalisé 15-20 clips, y compris celui qui était numéro 1 au Royaume-Uni. À l'époque, The Human League, Fade to Grey. » Le nom de Michael Jackson n'était alors pas encore sur toutes les lèvres. Rappelez-vous, c'était quelques mois avant la sortie de Thriller. Il a bien sûr été magique que Michael Jackson fasse appel à moi, mais d'une certaine manière, j'étais plus emporté par Human League. Ma femme était enceinte de notre premier enfant à l'époque et ma première réaction a été de dire « Oh, je ne pense pas être capable de le faire ». Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Finalement, c'est ma femme qui m'a convaincu. Barron va reprendre le concept utilisé dans le clip vidéo de Joan Armatching pour créer cette fameuse touche magique. Et il proposera à Michael l'idée que tout ce qu'il allait toucher autour de lui allait s'illuminer comme par magie. Michael était très enthousiaste à propos de cette idée où il voyait déjà une sorte de parallèle sur son histoire préférée, Peter Pan, qui amenait cette poussière de fée illuminée pour réaliser ses rêves.
Sony débloquera un budget de 50 000 $ au réalisateur pour mettre en boîte ce projet promotionnel. Ce qui pour l'époque représentait le double du budget habituel pour ce genre d'œuvre. Et pour réduire les coûts, Steve Barron décidera de tourner le clip en 16 mm plutôt qu'en 35 comme il l'avait fait pour Fade to Grey. Steve Barron organisera une réunion avec Michael Jackson juste avant le tournage et proposera une maquette des décors qui seront utilisés. Car il voulait pouvoir montrer à Michael où il allait pouvoir poser sa chorégraphie dans le décor. Il avait d'ailleurs déclaré « J'ai parlé à Michael de l'idée d'un détective privé qui le suivrait, vaguement basé sur ce qu'il m'avait dit du concept de base de la chanson. Quelque chose qu'il avait lu dans un journal sur un détective privé. Donc nous avons poursuivi cette idée avec lui, scène par scène. Et c'est pendant les répétitions que Michael Jackson fera une suggestion scénaristique à Steve Barron. Qu'en serait-il si on voyait des magasins dans une rue, dont une boutique de vêtements avec des mannequins dans la vitrine, et que lorsque je passe devant cette vitrine, que diriez-vous si les mannequins prenaient vie et sautaient derrière moi pour danser avec moi ?» Steve Barron était extrêmement emballé par cette idée qui démontrait déjà la volonté de Michael de vouloir se mettre en scène en chorégraphie avec d'autres danseurs. Il parlera donc de l'idée de Michael à sa gestionnaire pour organiser les heures de tournage, un chorégraphe, des costumes et bien évidemment des danseurs. Cependant, le coût supplémentaire pour tous ces éléments était de 5 000 $ et CBS ne voulait pas donner un centime de plus pour développer le clip vidéo. Car il faut bien comprendre qu'à l'époque, la notion de clip vidéo était juste un plus promotionnel et que les budgets alloués ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Barron était extrêmement déçu et a dû l'annoncer à Michael. J'ai informé l'équipe de Michael que nous ne pouvions pas poursuivre son idée. La moitié de moi espérait que quelqu'un allait dire « on va payer pour cela », mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai reçu un appel téléphonique le vendredi soir, j'étais endormi, donc il était assez tard. Et c'était Michael au téléphone. Ce qui a été bizarre, parce que je ne pensais pas qu'il passait lui-même ses appels téléphoniques, il m'a dit « Hey Steve, nous ne ferons pas la répétition de danse pour la vidéo de demain, c'est annulé. » Alors que j'étais sur le point de lui parler du budget, j'ai pensé « à quoi bon ?» puisque de toute façon, il annulait. Barron était vraiment déçu de ne pas pouvoir tourner cette séquence, mais il avait suffisamment confiance en lui pour pouvoir proposer quelque chose de génial. Et il était heureux de voir que plus tard, Michael avait pu proposer sa danse en troupe dans d'autres clips vidéo. Et sur le plateau de tournage, seulement 11 pavés pouvaient s'allumer. Steve préviendra donc Michael que uniquement 7 dalles-ci ou 7 dalles allaient s'allumer. Il proposa naturellement à MJ de faire quelques répétitions, qu'il puisse s'accommoder des dalles lumineuses, ce à quoi il lui aurait répondu « Pouvons-nous simplement tourner ?» Steve Barron prépara donc les équipes techniques et lancera le premier « Action » lorsque la magie commencera à opérer. Il se souvenait d'ailleurs, il a commencé à bouger sur une jambe, et puis ce fut l'instant. Alors il s'élança dans cette danse qui était différente de tout ce que je n'avais encore jamais vu. C'était tout simplement extraordinaire et instinctif. Il a fait tout d'un coup et l'a transformé en ce que nous avons découvert. J'avais chaud de voir l'énergie qu'il dégageait. La caméra était littéralement embuée. J'avais les yeux embués à cause de l'émotion produite par ce que je voyais. Il a presque disparu dans un brouillard à travers la lentille, ce qui a davantage accentué ce moment totalement surréaliste. C'est après le tournage que Steve Barron et Michael Jackson se rencontrèrent à Londres pour choisir les séquences du clip. J'ai rencontré Michael à Covent Garden, au Longgrad Production. Je me souviens, nous étions restés là pratiquement toute la nuit, c'était un revirement très rapide, comme d'habitude. Il se trouvait à Londres, donc c'était un timing parfait. Je me rappelle qu'il s'était couché sur un canapé au fond de la salle. À un moment, il a regardé l'un des écrans et a annoncé « J'aime cette prise ». En fait, il regardait un écran en 3 parties. Il pensait que les 3 éléments s'affichaient pour qu'il en choisisse un. Je n'ai rien dit. Le film étant enfin terminé, il était donc prêt à être diffusé sur les ondes de la chaîne musicale MTV. Seulement, ça ne se passera pas tout à fait comme prévu. Black musicians are complaining that they are being left out of the video market, specifically the music, television, cable operation. Car MTV refusera littéralement de diffuser le clip sous prétexte qu'il ne s'agissait pas d'un morceau qui allait toucher la cible principale de la chaîne. Toi tu vis, toi tu crèves. Vous l'avez bien compris que si nous lisons entre les lignes, MTV était réticent à l'idée de diffuser le clip vidéo d'un artiste afro-américain. Raciste! Moi raciste! Mais CBS était scandalisé par la décision de MTV, car ils voulaient absolument pouvoir faire la promo de l'album Thriller. Ils menacèrent donc MTV de déprogrammer tous leurs artistes de la chaîne. MTV cédera sous la pression et diffusera le clip de Billie Jean, et ce sera la première fois qu'un artiste afro-américain se retrouve sur la chaîne musicale.
Et le clip vidéo rencontrera un véritable succès auprès du public qui favoriseront les ventes de l'album Thriller. Et si Billie Jean arrive à proposer une mélodie incroyable, des paroles entraînantes et un clip vidéo aux prémices de la révolution audiovisuelle dans ce registre, la chanson marquera définitivement son statut de légende en 1983 lors de sa prestation scénique au 25e anniversaire de la Motown. Car la prestation de Billie Jean sera un événement capital dans toute la carrière de Michael Jackson. Fort en symboles qui iconiseront totalement la star. D'une part, le gant en diamant que Michael portera à chaque prestation scénique de Billie Jean, suggéré par le designer Mike Salisbury, qui avait proposé à Michael de ne porter qu'un seul gant pour éviter de trop ressembler à Mickey Mouse. Mais également le moonwalk qu'il fera pour la première fois sur scène et qui restera sûrement le pas de danse le plus populaire de Michael Jackson. Et à la fin de la prestation, ce sera la standing ovation pour Michael Jackson qui passera du statut de star des Jackson 5 à la superstar internationale. Et ce marqueur temporel est très symbolique étant donné que avant Billie Jean, Michael Jackson avait fait une prestation d'un medley des Jackson 5 avec ses frères. Car il faut comprendre que à la base, la chanson n'était pas du tout prévue pour le show. En effet, Berry Gordy voulait pouvoir avoir les Jackson 5 sur scène, mais Michael posera la condition d'interpréter Billie Jean ce soir-là si Berry Gordy voulait voir les Jackson 5 sur scène. The new songs. Billie Jean est d'ailleurs la seule chanson de la soirée qui n'a pas été éditée par le label Motown. La chanson aura droit en 1984 à un nouveau clip vidéo étant un extrait de la prestation scénique du Victory Tour et il enregistrera également une nouvelle version en réadaptant les paroles pour 2 spots TV avec Pepsi. Ces 2 spots publicitaires seront dirigés par Bob Giraldi, le réalisateur du clip de Billet et de Say Say Say. Mais comme vous le savez, un de ces clips vidéo aura une tournure dramatique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'accident de Pepsi, la vidéo dédiée est disponible juste ici. Pour conclure, Billie Jean est sûrement la chanson la plus populaire de Michael Jackson. En tout cas, elle aura été le véritable tremplin de sa carrière et est sûrement la plus citée parmi le grand public. Elle aura permis de dépasser les frontières ethniques par la diffusion de son clip vidéo sur MTV et de transformer le petit Michael des Jackson 5 en Michael Jackson, artiste à part entière. Mais elle permet surtout d'imposer Michael Jackson en tant qu'auteur-compositeur de génie. Oh, you're beautiful! Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter à propos de la chanson Billie Jean. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui va aider le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. Don't break no hearts.